Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de On parle techno. Donc aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec les finalistes du prix PDG de l'année Investissement Québec 2022. Comme vous le savez, après l'annulation de l'édition 2021 en raison de ce que nous savons, et considérant le nombre élevé de candidatures qu'on a eu cette année, donc pour la première fois de son histoire, ce n'est pas 3, mais bien 4 finalistes qui sont en liste pour remporter cette honorable distinction cette année. Sans plus tarder, je vous présente Benoît Martel, PDG de R2I Inc., Luc Filiatro, PDG de MDF Commerce, Sarah Legendre-Bilodeau, PDG de Vidence Analytics et Stéphane Garneau, PDG de Micrologic. Bonjour à vous quatre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Bon matin. En effet, on est sur les petites heures du matin. Félicitations pour votre nomination. Quelques mots sur vos parcours respectifs. Benoît, votre vision a permis de hisser R2I au rang des leaders canadiens des TI. Vous avez obtenu de nombreux prix de reconnaissance sur le marché canadien et connu une croissance phénoménale du chiffre d'affaires à 25 millions en moins de 6 années complètes en affaires. Luc Filiatro, MDF Commerce, fort d'une longue expérience en croissance d'entreprise, vous avez fondé et ou dirigé 7 entreprises dans le domaine de la technologie de l'informatique et de l'aérospatiale. Vous avez réalisé 2 introductions en bourse et levé plusieurs niveaux de financement. Sarah Legendre-Bilodeau, vous évoluez en sciences des données depuis plus de 15 ans. En 2018, vous avez cofondé Vidence Analytics. L'entreprise contribue à l'évolution des organisations de toute taille par la valorisation des données et de l'IA. Stéphane Garneau, on vous décrit comme un visionnaire ambitieux et rassembleur. Vous avez propulsé Micrologic parmi les 300 plus grandes PME du Québec, en plus de lancer le projet Cirrus en 2014. Le premier cloud 100% québécois qui se mesure désormais aux géants. Alors, lançons-nous avec un tour de table. Première question philosophique ce matin. Comment êtes-vous devenu PDG? Est-ce que vous avez toujours voulu l'être? Et comment ça s'est présenté dans vos vies respectives? Stéphane, tiens. C'est moi qui ai gagné? Oui. En fait, PDG, moi, c'est depuis la jeune enfance que j'ai ça dans les gènes. Dès le départ, au secondaire, j'étais entraîneur de basketball. Après ça, tous mes emplois ont toujours été des emplois de gestion. J'ai fait beaucoup de redressement aussi d'entreprise. Le volet PDG, pour moi, est arrivé très tôt dans ma carrière, mais vraiment de me lancer en affaires, c'est après de nombreuses années à aider d'autres entreprises à faire du redressement que je me suis dit, là, c'est mon tour à moi d'appliquer ce que j'ai soit coaché ou soit enseigné ou soit dirigé. Puis là, j'ai fait l'acquisition de Micrologic en 2012 et depuis ce temps-là, l'organisation évolue. Mais dans ma tête à moi, je suis PDG depuis que j'ai 16 ans. Benoît, de votre côté? Ben moi, de mon côté, en fait, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Par contre, je l'avais jamais mis de l'avant. Avant de fonder R2I en 2014, je travaillais depuis près de 20 ans dans le domaine de la vente des TI pour des grandes entreprises. Fait qu'en fait, R2I a été ma première expérience entrepreneuriale. Je sentais à ce moment-là que j'avais besoin de nouveau dans ma vie, puis la seule option qui se dressait devant moi, c'était vraiment de partir mon entreprise. Fait que c'est vraiment tout simplement comme ça que je suis devenu PDG de R2I. Sarah? Oui, bien moi aussi, comme Stéphane puis Benoît, c'est drôle comment il y a des tendances qui sont similaires. Moi aussi, on dirait que je suis née avec une certaine fibre entrepreneuriale. Je me souviens que quand j'étais au primaire, je m'inventais des compagnies pour vendre des petits bracelets de coquillage sur le bord de la route. Donc, ça a toujours été vraiment très fort chez moi, mais en fait, moi, j'ai été 10 ans dans une très grande organisation financière et d'assurance au Québec. Puis, cette fibre-là entrepreneuriale, en fait, je suis fière quand même de l'avoir mis à profit d'une organisation, d'une grande organisation, tout ça à l'interne. Mais c'était super important pour moi de poursuivre cet impact-là au-delà d'une organisation. Ça s'est préparé quelques années avant, je dirais, le lancement de mon entreprise. Et Luc? Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on suit toute la même tendance. Moi, je pense que j'ai eu ma première business, je pense que j'avais 8 ans. J'avais une run de journaux. Je livrais la revue de Gatineau. J'habitais à Gatineau,
Après ça, j'ai eu la run de Ottawa Citizen, le droit. Puis là, j'avais plus le temps de faire tout ça. Là. Je devais avoir, je sais pas, 200, 300 journaux à livrer. Fait que j'engageais des petits gars pour aller livrer les journaux à ma place, puis je leur donnais moins d'argent qu'à ce que moi je gagnais. Ça a commencé comme ça, puis ça a, dans le fond, jamais arrêté. Faut croire que c'est assez fort parce que à un moment donné, je me suis intéressé parce que j'aimais toutes les aventures. J'ai même essayé de faire le collège militaire. Je suis allé au collège militaire. Je pensais que en fait, je voulais devenir pilote, mais je me suis rendu compte que les entrepreneurs puis les militaires, ça marche vraiment pas ensemble. Là, puis ils t'engagent pas comme général en partant. Il faut que tu commences soldat. On te donne un paquet de choses à faire que tu veux pas faire, puis ça, ça fonctionnait pas. Fait que j'ai pas continué du tout l'armée, puis développé plusieurs entreprises, là, comme tu le mentionnais, Nicole, là, dès le début, tout de suite après l'école, pratiquement. Vous avez devancé la question subséquente que j'avais, donc j'allais vous demander si on est entrepreneur. En tout cas, c'est pas trop loin du berceau dans votre cas à vous quatre. Et si on le devient, comment on le fait? Parce qu'il y a quand même des leçons à tirer de tout ça. Puis, qu'est-ce que vous diriez que ça prend pour être un bon PDG? En fait, ce que ça prend, je pense, c'est surtout une grande motivation puis une tendance à pas s'arrêter ou à la première embûche. Donc, je pense que c'est vraiment, tout est dans la vision, la motivation, la passion surtout. Là, je pense que comme entrepreneur, qui fait que notre équipe nous suit souvent puis qu'on a de l'impact chez nos clients, par exemple, ben c'est vraiment le fait que on est capable d'amener cette équipe-là puis de transmettre cette motivation-là au-delà de nous-mêmes. Là, je pense que pour moi, c'est vraiment la clé. Puis aussi, je pense le désir d'avoir vraiment un impact au-delà d'un cadre raisonnable. Je pense qu'on est peut-être tous un peu ambitieux et on regarde beaucoup assez large, je dirais, là, en termes d'impact. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Premièrement, ça prend une tête de cochon pour être entrepreneur. Tu sais, il faut à un moment donné qu'on tranche, il faut à un moment donné qu'on donne nous-mêmes la direction. Des fois, c'est à contresens de ce que les gens vont nous proposer. D'être entrepreneur en premier lieu, c'est de se faire confiance, d'avoir une vision, de la mettre en exécution, mais aussi d'être capable de faire mobiliser ton équipe. Parce que tout seul, même si tu as une vision, même si tu as des grands rêves, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que si tu crois vraiment à ton plan, si tu crois vraiment à ton vision, puis que tu es capable de mobiliser ton équipe, c'est là, dans ma tête à moi, qu'on devient entrepreneur. Parce que tu as beau dire que tu es entrepreneur, si tu es tout seul, puis que tu n'es pas capable de faire passer ton idée à tes clients, à tes employés, à tes partenaires, tu n'es pas un entrepreneur. Fait que dans ma vision à moi d'un entrepreneur, c'est vraiment une vision de mobilisation. Mobiliser les employés, les partenaires, mobiliser tout ça. Mais en même temps, à la fin de la journée, c'est toi qui es imputable de la décision entrepreneuriale. La journée où tu prends la décision d'aller de l'avant ou de tourner à gauche ou de tourner à droite, ben c'est toi qui vas être imputable de cette prise de décision-là. Fait que l'entrepreneur demeure toujours le plus fragile dans toute la chaîne alimentaire, même si il semble le plus fort souvent à travers tout ça. L'entrepreneur a une bonne tolérance au risque, je pense. Ouais. Il faut. Je t'écoute parler, c'est ça. Je pense que la notion de prise de risque puis de prendre sur nos épaules, c'est super, c'est critique dans le succès d'une entreprise. Ouais. Le terme que j'ajouterais, c'est qu'il faut être inspirant pour nos gens. On le voit quand on regarde là, les entrepreneurs à succès autour de nous. Il y a plusieurs styles, il y en a plusieurs qui marchent. Là. Il n'y a pas un seul style managérial qui fonctionne. Tu sais, ça va de Elon Musk, qu'on peut qualifier d'un entrepreneur avec un style très, très, très particulier. Mais tu en as d'autres qui sont beaucoup plus des gestionnaires polis, rassembleurs, etc. Puis ça marche parfois aussi. Là. La fibre que je crois qui est bien importante, c'est d'être capable d'être inspirant pour les gens qui t'entourent, que ce soit effectivement tes employés, tes clients, tes actionnaires aussi, parce qu'il y a entrepreneur à une échelle où est-ce que tu es aussi le propriétaire ou l'actionnaire le plus important. Mais si ta business grossit un tant soit peu, souvent tu partages l'actionnariat avec d'autres. Ça peut être parfois de très nombreux autres actionnaires. Puis il faut être capable de rallier ces parties-là qui sont souvent en opposition les unes avec les autres. Il faut être capable de faire la balance à tout ça pour que tout le monde y trouve son compte, y compris nous-mêmes individuellement. Puis des fois, on a tendance à se servir un peu en dernier, je pense. Pour moi, il faut être à l'écoute de nos gens. Il faut s'impliquer, puis il faut avoir à cœur aussi le succès des gens. C'est pas juste le succès de l'entreprise, puis le succès du président ou du PDG. Il faut avoir le succès des gens à l'intérieur. Pour moi, il faut les rendre autonomes. Il faut qu'ils aient droit à l'erreur aussi. Fait qu'il faut être très, très, très ouvert. La transparence, pour moi, a été la clé.
Puis je crois que les gens qui sont transparents dans l'industrie avec leurs employés, leurs collaborateurs, d'ouvrir ces livres, d'après moi, c'est ce qui est le mieux. Puis c'est de maintenir un environnement qui est propice à ça également. On a parlé qu'est-ce que ça prend pour être un bon PDG. Maintenant, comment les gens de l'extérieur qualifieraient ou vos employés qualifieraient votre style de gestion? Moi, dans mon cas, le mot père de famille revient beaucoup. Le style de gestion, en fait, que je favorise. Tu sais, Benoît un peu parlait du droit à l'erreur. Comme dans une famille, oui, tu fais élever des gens, oui, tu essaies d'aller chercher le maximum de chacun, de mettre tout le monde à son plein potentiel. Mais pour faire ça, il faut avoir de la compassion, il faut être humain, il faut laisser les gens s'épanouir. Fait que c'est comme dans une famille, en fait, avec des enfants. Et aussi la prise de responsabilité puis la prise de risque se fait, tu sais, si tu as un bout difficile à passer, plus que tu es transparent avec ton équipe, plus que ton équipe va te supporter à travers tout ça. Fait que j'ai beaucoup de similitudes entre le volet familial puis le volet entrepreneurial. Moi, il y a 2 mots qui me viennent en tête, là, c'est vraiment motivation puis faire confiance. Je pense que c'est vraiment ça qui me caractérise comme gestionnaire, là. Peu importe l'expérience des gens, leur expertise, ça, d'abord, je fais confiance. Puis je fais confiance surtout au fait que mes collègues, ils vont toujours donner le maximum, puis ils vont toujours faire de leur mieux. Après, ils ont droit à l'erreur, tout le monde a droit à l'erreur, tout le monde fait des erreurs, mais d'abord, je pense qu'il faut faire confiance. Il faut amener une vision, puis amener les gens à embarquer dans notre bateau, surtout dans le cas des PME. Je pense que c'est ce qui fait le succès. Fait que moi, je pense que c'est ce que j'aurais à dire. Ce qu'on dit de moi en tant que PDG, c'est que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute et disponible et que je care. Puis la transparence. C'est comme ça que les gens croient en ton projet parce que ils voient que tu ne caches pas des choses, ils voient que tu vas vers l'avant, puis que le but, c'est de travailler ensemble puis d'avancer ensemble. C'est clair que la participation, l'inspiration, tu parlais de care, Benoît. Une de nos valeurs, c'est care about our colleagues and clients. Je crois que ce que les gens diraient de moi, c'est que je suis premièrement et avant tout un passionné de l'être humain. J'aime ça comprendre les humains, j'aime ça savoir ce qu'ils font, je suis curieux de tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qui les fait triper eux? Et si on arrive à dessiner un projet d'entreprise qui fait triper tous ceux qui nous entourent, écoute, c'est le succès garanti. Une des particularités du concours, c'est que vous amenez vos entreprises à des niveaux de croissance qui sont très stimulants. Et vous êtes aussi des personnes qui faisaient rayonner l'industrie des technologies de l'information. Donc, c'est aussi une des marques du concours. Dans le concret, comment vous faites en sorte que vous pouvez aussi assurer un rayonnement de votre entreprise, mais aussi qui peut avoir des répercussions sur toute notre communauté. Et on parle d'implication sociale, mettons, un exemple. Oui, c'est ça. Oui. Je peux en dire un peu. Moi, je m'implique près du Portage depuis 2018. Le Portage, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes toxicomanes, plus particulièrement la maison mère-fille. Puis un exemple, c'est qu'en décembre dernier, tout le monde annulait les parties de Noël un après les autres, puis ça devenait une catastrophe. En premier pour les restaurateurs. Puis là, le Portage, comme je suis impliqué là-dedans, j'ai dit, pourquoi pas, on va acheter quand même notre partie de Noël, même si on y va pas, puis on va le donner en don aux gens du Portage. Fait que, de cette façon-là, c'était doublement gagnant. Le restaurateur, il restait pas pris avec sa nourriture, puis on réussit à redonner. Fait que c'est ainsi que 100 boîtes repas ont été données au Portage pour le souper de Noël. Puis là, on ne le voit pas, mais j'ai reçu une très belle carte de remerciement par la suite. Ça m'avait tellement touché. Avec les remerciements des mères, les enfants qui m'avaient signé comme quoi ils avaient passé un beau Noël. Pour moi, ça m'avait grandement touché. Sarah, elle expliquait aussi beaucoup le volet de mobilité des équipes. Moi, je considère en fait que c'est un privilège, on a un privilège d'être capable de rassembler des gens. Ça veut dire qu'on a à l'interne de notre organisation, mais ça veut dire aussi à l'externe. Fait que quand on a des opportunités d'être président pour des campagnes de financement ou supporter des causes, d'être ambassadeur en fait de ces causes-là, je considère qu'on utilise le même talent qu'on utilise à l'intérieur de notre organisation, mais pour des fins sociales. Puis ça, c'est juste normal de le faire. Puis je me rappelle au début de ma carrière d'entrepreneur, je me disais, il faut le faire parce qu'il faut le faire. J'ai eu 50 ans cette année, puis je vous dirais que depuis une dizaine d'années, si vous me demandez qu'est-ce que j'apprécie le plus de mon rôle d'entrepreneur, c'est mon rôle à l'extérieur de mon entreprise. L'impact que l'organisation peut avoir. L'impact d'aller chercher un employé qui vient de l'étranger, de l'emmener au Canada,
de le faire travailler, de le faire évoluer, de le faire grandir, qu'il devienne, dans le fond, un citoyen impliqué dans notre société. Ça, c'est exceptionnel de pouvoir vivre ça. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, j'étais président d'un concours pour les jeunes gens d'affaires. Puis les finalistes, à un moment donné, il y a un jeune qui arrive, puis il dit, mon père est arrivé au Canada, il a travaillé pour une firme en informatique, puis il a réussi à faire venir sa famille. Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai fini mes études universitaires, puis j'ai lancé le développement d'une application, puis ça a eu un grand succès. Puis en regardant dans la salle, je me suis rendu compte que son père, je l'avais engagé. Puis c'est de par ça que son fils a fini à par arriver au Canada, puis à faire ses études, etc., etc. Fait que l'impact qu'on a, on le sous-estime des fois, l'impact qu'on a. Des fois, il y a quelqu'un qui nous envoie un petit message sur LinkedIn qui a juste besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup d'encouragement de notre part. Il peut être excessivement important, puis c'est à tout égard, autant dans l'implication des causes sociales que dans l'implication qu'on fait au niveau du rayonnement des employés, qu'on fait grandir. Pour ma part, à moi, c'est rendu, j'ai découvert une passion à travers tout ça, en fait. Tu te souviens peut-être, Nicole, il y a quelques années, j'avais la chance d'être au CA de l'AQT, puis je m'occupais d'une fondation qui s'appelle Fais un vœu. Puis c'était une petite fondation, là, on faisait, je sais pas, 30-35 vœux par année. Puis on a lancé un événement qui s'appelait le 48 heures vélo. Et une année à Vision PDG, je me suis promené dans la salle avec un bicycle, puis je suis allé convaincre. Peut-être que j'ai forcé pas mal presque tous les PDG qui étaient là à venir participer aux 48 heures vélo. Puis ça a lancé là pendant plusieurs années. Je pense qu'on a été jusqu'à 50-60 entreprises qui participaient à l'activité. Certaines entreprises avaient un taux de participation de leurs employés qui était 100%, parce qu'ils en faisaient leur pique-nique annuel. Ils venaient faire du vélo, ils venaient faire du bénévolat, ils amenaient leur famille. Il y en a qui montaient des tentes marquises puis ils campaient sur le site. C'est devenu un événement majeur. Puis ça, c'était vraiment les technologies qui ont lancé, qui ont porté ça. On s'est rendu à faire, je sais pas, 125, 150 vœux par année d'enfants dont la vie était... en fait, c'était des enfants qui étaient atteints de maladies extrêmement graves, là, cancer, leucémie, toutes les horreurs du même genre. Puis j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, mais de côtoyer des parents dont les enfants ont malheureusement décédé après avoir fait des vœux. Puis évidemment, c'est jamais des familles bien riches, là, parce que si ceux qui sont riches, ils attendent pas que la fondation donne de l'argent. Ça te force à rester humble, puis ça nous a amené à travailler encore plus pour aider les gens. Puis aujourd'hui, bon, faut changer de cause à un moment donné parce qu'on a fait le tour. Mais je suis toujours impliqué dans toutes sortes de causes. Le réseau des technologies est un réseau qui, je pense, peut redonner beaucoup. On est très nombreux au Québec. On a fait cette promotion-là fort longtemps, Nicole. On parle de plein d'industries, mais jamais assez de la technologie, à mon goût, à moi, en tout cas. Puis deux, c'est des gens qui travaillent en technologie qui gagnent plutôt bien leur vie, là. Fait qu'il y a de la place pour partager. Tu sais, il y a des métiers qui sont franchement tout aussi difficiles, mais les gens gagnent peut-être un peu moins bien leur vie. En technologie, on a la chance d'avoir des gens et des équipes qui ont un petit peu de revenus disponibles pour pouvoir aider, puis qui ont du plaisir aussi à le faire, qui sont des gens là qui, quand on les rassemble autour d'une cause, ça marche plutôt bien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à amener des modèles qui sont différents. C'est sûr que moi, la cause des femmes, ça me touche beaucoup parce que, surtout en technologie, mais encore plus en intelligence artificielle, on n'est pratiquement pas. Donc, c'est d'amener, c'est ça, une autre approche, d'amener un autre visage aussi d'entreprise de ce type en intelligence artificielle, en valorisation des données. Nous, chez Vidence, on a la parité. Puis, en fait, on travaille même pas pour ça. On fait très peu d'efforts. En fait, on a l'impression de faire peu d'efforts, mais probablement que comme on est une entreprise qui est différente, bien, les femmes, les rares femmes du domaine, viennent nous voir. Donc, ça amène vraiment beaucoup, une super belle diversité à l'interne. Quand même, moi, je peux pas m'empêcher de réfléchir et de dire on est favorisé dans le domaine des technologies. Il reste qu'on est dans une époque où est-ce qu'on a tout pour nous puis on a tout pour réussir. Pour moi, c'est un devoir de retourner à la société. Puis nous, c'est au travers notamment de la cause de l'autisme là, qui est vraiment très chère à nos yeux, d'avoir un impact sur cette communauté-là des personnes qui sont aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Il faut être capable de reconnaître qu'on est favorisé, puis être capable de redonner aussi dans une certaine mesure, puis au suivant. Par ricochet, je vous dirais que en tant que PDG de l'AQT, je me sens privilégiée tous les matins aussi de travailler avec des gens aussi inspirants que vous, puis des entreprises, une industrie tournée vers l'autre aussi. On entend tout le temps des exemples. Il suffit d'échanger un petit peu avec
des dirigeants d'entreprise pour comprendre à quel point notre industrie est très engagée dans plusieurs causes. En terminant, des projets, des ambitions, qu'est-ce qui est sur votre planche à dessin pour vos entreprises respectives? Nous, on voit grand. Nous, on va être le leader de la valorisation des données et de l'intelligence artificielle appliquée et déployée au Québec. C'est vraiment notre ambition. On travaille tous les jours pour ça, d'amener ce rayonnement-là du Québec, de la très, très forte expertise dans le domaine au Québec, et de le faire rayonner à l'international, notamment en Europe et aux États-Unis. Et nous, chez R2I, on veut continuer sur notre lancée, consolider nos acquis, développer des nouveaux marchés du côté ontarien et l'ouest du Canada, possiblement procéder à une des acquisitions stratégiques aussi au fil des années. Nous, de notre côté, en fait, on est dans un grand virage en ce moment. Là, on est parti de revendeurs en informatique qui vendaient des produits et services. On a fondé notre propre cloud qui s'appelle le projet Cirrus. Notre avenir à nous, c'est de livrer en tant que service, sous format d'abonnement, le maximum de prestations possibles à la clientèle. Avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, avec la transformation numérique que les organisations demandent, les gens sont à la recherche, dans le fond, de solutions clés en main, livrées puis autogérées. On pense qu'il y a une place importante à ce qu'on appelle les clouds alternatifs. C'est un marché de plus de 12 milliards par année. À travers le pays, il n'y a pas tant de fournisseurs qui sont émergents. Nous, on aimerait ça d'ici les prochaines années, quand on demande c'est qui le cloud alternatif à travers le pays, que le nom de projet Cirrus ressorte du lot. Moi, je suis chez MDF depuis pas tellement longtemps. En fait, ça fait 2 ans et demi. Aujourd'hui, on a une solution d'approvisionnement gouvernemental là, qui est utilisée par à peu près 6500 agences gouvernementales, puis en gros, 500 000 fournisseurs à travers l'Amérique du Nord. Ça représente énormément de commerce en ligne. Notre vision, c'est de créer, on l'appelle l'Amazon pour les gouvernements. Vous savez comment ça marche, un gouvernement qui doit acheter des biens et des services là, pour opérer. Il faut faire des appels d'offres, c'est compliqué, c'est pas intégré, ça marche encore avec des fax, puis il y a certains gouvernements qui doivent publier dans des journaux, ça n'a pas de bon sens. Et on est en train de complètement révolutionner ce marché-là avec notre application. Aujourd'hui, on juge qu'on est à peu près à 6% du marché nord-américain, puis on veut se rendre à 50%, puis on pense qu'on est bien placé pour le réussir. Là. Fait que ça ferait vraiment de nous là, le leader. J'espère de me chicaner avec le bureau de la compétition, là, puis pas avoir le droit de faire certains moves là, d'ici une couple d'années. Bon, écoutez, je pense que ça va être les mots de la fin. On a entendu leadership inspirant, mobilisation, tête de cochon, prise de risque imputable, donc visionnaire. C'est absolument une conversation délicieuse. Merci à tous. Benoît Martel, PDG de R2I, Luc Filiatro, PDG de MDF Commerce, Sarah Legendre-Bilodeau, PDG de Vidence Analytics, Stéphane Garneau, PDG de Micrologic. On se revoit le 31 mai prochain. Hey, oubliez pas Nicole Martel, PDG de l'AQT depuis, mon Dieu, combien de temps, Nicole? 20 quelques années? Je veux pas 20, le dire. 20 ans cette année, 20 ans cette année. Alors, Nicole qui nous rassemble dans cette merveilleuse association qui est l'AQT depuis fort longtemps, puis qui a franchi vents et marées pour l'industrie des technologies au Québec. Fait que bravo Nicole et merci. Et COVID-21. Alors, c'est ce qui complète cette belle édition du balado. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux respectifs et demeurer branchés sur ce qui se passe avec l'AQT. Et on se retrouve bientôt parce qu'ici, on parle techno.